Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog avec une nouveauté. Vous voyez, il manque un truc par ici. Et alors, j'ai un petit truc par là et d'après la lumière verte, j'espère que c'est censé fonctionner. J'ai un nouveau micro. Alors, ça va être un peu une phase de test. Je sais pas comment ça va donner entre le micro si je l'ai par ici ou plutôt par là. Vous m'en voudrez pas, le temps des premières vidéos, je pense qu'il va y avoir une petite phase d'adaptation, donc je vais essayer de le garder quand même par ici, en espérant que ce soit pas trop fort, pour une fois. Et vous savez quoi? J'ai profité des offres du Black Friday pour cette petite chose qui est dans mes doigts et qui est de la marque Boya. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup hésité et j'étais toujours en deuil de mon DJI qui avait l'air si fabuleux et qui ne fonctionnait pas parce que mon téléphone était trop vieux. Et je vous avouerai que celui-ci, j'ai l'impression qu'il aime pas trop Boya non plus. Mais mon ordinateur l'a détecté. Autant vous dire que je suis joie parce que celui que j'avais actuellement est mort. Définitivement, j'ai l'impression qu'il ne s'allume plus, mon ordi ne le reconnaît plus, donc j'étais en mode « Oh !» Boya a intérêt de fonctionner, sinon je me retrouve sans micro à part celui du téléphone qui va être horrible. Alors, il faut que je teste la caméra de mon mari parce qu'elle a une très belle qualité vidéo et apparemment le son serait pas trop mal non plus. Mais pour le moment, je reste avec mon téléphone parce que j'ai pas fait le setup pour pouvoir adapter la caméra avec actuellement mon trépied. Mais donc j'essaye cette petite chose. Je suis ravie. Je vais essayer de le mettre par ici. Vous allez me dire si on s'entend bien. Parce qu'à la base, quand même, j'en voulais un sans fil pour pouvoir faire ça, être libre de mes mouvements. Alors, je sais pas si on entendra vraiment un frottement au niveau peut-être de mon collier, des cheveux. J'espère pas. Est-ce que la distance entre mon micro et ma voix, je ne sais pas non plus. J'espère que ce sera bien. Bref, en attendant, ravi. Ravi, c'est mon cadeau de Noël avant l'heure. Et je pense que le prochain investissement, ce sera probablement un nouveau téléphone. Parce qu'il est vieux, il n'accepte aucun, j'allais dire new device en français, un nouvel appareil étranger. Donc, mais en tout cas, je vois que ça fonctionne, je suis ravie. On va essayer de faire cette vidéo ensemble, qui est donc un vlog pour le mois de novembre, voire un petit peu de décembre. Alors, je vous parle tout de suite de ce que j'ai lu en espérant que cette petite nouveauté va fonctionner. On va commencer par les SP. Et je dois vous parler de ce tome 2 que j'ai lu. Alors, il faut que je fasse attention, j'ai failli mettre les mains en plein dedans. J'ai pas encore l'habitude, veuillez m'excuser. Je disais un tome 2 absolument merveilleux. Parce que l'an dernier, j'avais découvert Alpha Dream 2, merveilleux, la toute dernière lecture, je crois bien, de l'an passé, qui était même un coup de cœur. Et il y a un tome 2 qui s'appelle Malm. Et vous savez quoi? Eh ben, je l'ai adoré aussi. Franchement, cet auteur, pour le moment, ça fait 2 lectures, 2 coups de cœur, ça match à tous les coups avec moi. Parce que j'aime l'ambiance, parce que j'aime la plume, parce que j'aime l'univers, les personnages, l'histoire, bref. Tout. Et on retrouve en plus Mac, qui était l'un de mes personnages favoris, avec la petite geek que j'aime tout particulièrement aussi. Là, on est toujours dans un thriller d'anticipation où l'IA est devenue monnaie courante et où les crimes par contre ne se sont pas arrêtés. Et on est vraiment sur un mix entre des complots politiques, avec des meurtres, avec des disparitions, avec des enjeux, avec des pressions sociales, politiques encore une fois, avec des enjeux environnementaux. Bref, là on est sur des mines qui ont des petits soucis de gestion, on va dire, avec des problèmes au niveau des extractions, du personnel, notamment certains qui auraient disparu. Pourquoi? Quand? Comment? Mac et son équipe sont de retour et on va pouvoir voyager. Je ne vous en dirai pas plus, mais on va pouvoir donc voyager avec sa petite équipe. On va encore avoir ce personnage ultra charismatique qu'est Mac, qui est très fort et en même temps fragile parce qu'il a un passé. Dans le premier tome,
ça commençait à aller mieux et ça redevient pas très bien suite à une rupture, je vous en dirai pas plus, mais au niveau donc du tome 2. Et bref, tellement touchant, tellement charismatique, tellement plein d'humour. J'aime tellement son humour et son interaction qu'il a avec son IA personnel qui est vraiment chouette. Dans le premier tome déjà, je l'avais trouvé superbe cette IA. Et dans le deuxième tome, elle s'est upgradée. Elle a de l'humour qui est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup le second degré qu'elle a à s'en faire exprès presque avec Mac. Vraiment très chouette. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, sachez que ce second tome est un franc succès, autant que le premier. Donc si vous cherchez 2 tomes qui sont vraiment très très chouettes, Alpha Dream et Malm, foncez. On continue avec les SP et cette fois-ci je l'ai en physique celui-ci. J'aimerais vous parler de En virtuel de Icarus McLone, qui est donc en auto-édition. Et déjà, attardons-nous sur cette très jolie couverture. Cet objet livre est vraiment chouette, regardez, c'est très beau, très aéré, très très agréable au niveau de la lecture. Et merci beaucoup à l'auteur de m'avoir contacté pour cette petite pépite parce que franchement, je me suis régalée à la lecture de cet ouvrage qui est pareil dans la science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction en ce moment, j'ai l'impression. Et ici, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Denver Mars. Et Denver Mars, elle vit en 2057 sur notre planète, mais qui a subi un changement drastique. Au niveau de l'écologie, c'était complètement catastrophique. La nature a disparu, de même que les animaux, à part quelques rares poches par-ci par-là dans le monde, dont seuls les riches pourront bénéficier. Tout le reste a disparu pour le profit du béton, pour le profit de la réalité virtuelle, de l'IA et de tout ce qui est attrait technologique. Et elle fait partie encore des rares humains qui doivent travailler pour survivre, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle fait partie d'une caste qui n'a pas beaucoup de moyens, et elle fait partie d'une caste qui doit donc travailler à la chaîne pour survivre, et elle doit assembler des pièces pour des drones. Et elle s'ennuie fortement dans cette vie. Elle vit seule, et elle a un handicap, c'est qu'elle a une scoliose excessivement handicapante, où elle doit rester constamment avec un corset qui l'étouffe, qui la bride, et qui l'empêche de vivre une vie palpitante, ou ne serait-ce que normale. Ce qui fait qu'elle a décidé d'essayer de s'évader un peu sur les conseils de ses amis en testant la réalité virtuelle. Parce que grâce à cela, elle peut se créer un avatar avec le physique dont elle a envie, avec les traits qui lui plaisent et notamment plus de corset. Et elle va découvrir le monde, l'univers, le simple fait presque de pouvoir remarcher sans cet attirail, et elle va se nouer d'amitié avec un certain Zodiac qui, pareil, va lui apprendre à vivre, va lui montrer à travers cette réalité virtuelle ce qu'ils peuvent faire. C'est ça que j'ai trouvé super chouette, c'est que l'auteur permet de tout faire à l'intérieur, justement de vivre pour une personne comme Denver sans handicap, mais de pouvoir également goûter aux choses simples qui ont disparu à cette époque du livre, donc revoir la nature lors d'une simple balade en forêt, pouvoir caresser un animal car ils ont tous disparu, essayer diverses choses à manger parce que maintenant tout est lyophilisé ou alors sans goût parce que très cher sinon pour pouvoir s'en procurer, écouter de la musique, avoir juste l'air sur la peau parce qu'ils vivent sous un dôme, bref, revivre. Et ils peuvent faire aussi des choses beaucoup plus extravagantes comme devenir chasseur de zombies professionnels, scientifique sur une base pour essayer d'étudier les aliens, ou que sais-je, faire de la plongée sous-marine, rentrer à l'intérieur d'un volcan en éruption, bref, tout est possible par la réalité virtuelle. Et l'auteur a une plume vraiment envoûtante qui vous imprègne de son univers comme si vous aussi, vous aviez enfilé un casque de réalité virtuelle et vous étiez aux côtés de Denver et Zodiac à tuer des zombies, à explorer une planète ou à juste profiter des bienfaits de la nature lors d'une balade en forêt, comme je vous disais. Bref, très envoûtant. Une plume incroyable avec un revirement à un moment du récit qui va tout chambouler et qui va faire que le texte va prendre une nouvelle dimension avec
des impacts très forts derrière, des échos sociétaux qui ne sont pas sans rappeler notre société actuelle. Et alors pourtant qu'on est donc dans un futur qui pourtant a quelques ressemblances avec notre monde bien actuel et réel. Très chouette. Vraiment une excellente expérience. Je vous recommande si vous cherchez, pourquoi pas une idée cadeau pour cette fin d'année, parce qu'en plus, cette vidéo est publiée le jour du réveillon, donc si vous cherchez une petite idée, franchement, allez regarder du côté de En Virtuel de Icarus Maclone. J'hésite vraiment à le laisser à ce niveau-là de mon call parce que je sais vraiment pas pour le moment comment on rendra le son au niveau du montage, en espérant que j'ai vraiment du son, sinon je serais fortement dégoûtée. Mais bref, je vais essayer de le prendre par ici et ça me laisse quand même une main libre pour m'exprimer parce que je ne sais pas. Je ne sais pas faire, je ne sais pas parler sans gesticuler des mains. Bref. Le prochain SP, c'est donc Deadly School. Et je remercie l'autrice de me l'avoir contacté. Et là, on va être dans un champ complètement différent des deux que je vous ai présentés précédemment, parce qu'on va être plutôt sur du contemporain, voire même du sociétal, très d'actualité là aussi. Parce que Deadly School porte vraiment bien son nom, parce qu'on va suivre Alma, qui est une jeune fille qui va entamer une nouvelle vie dans un nouveau lycée avec sa sœur. Et ce qu'elle pensait être une rentrée toute somme banale, toute somme qui fait un peu peur quand même parce qu'elle ne connaît personne, parce qu'elle ne se sent pas spécialement bien dans sa peau, elle est peut-être un peu trop petite, un peu trop enveloppée pour la société et pour les dictats de la beauté. Donc elle se sent pas très bien et elle hésite à vraiment aller dans ce lycée avec des personnes qu'elle ne connaît pas et elle va se faire un groupe d'amis mais également un groupe d'ennemis. Et à partir du moment où ce petit groupe l'a pris en grippe, elle va subir tout le harcèlement possible et inimaginable, tant physique que moral. Et ça va être très dur à lire si jamais c'est quelque chose qui va vous trigger. Sachez que tous les triggers du harcèlement scolaire, voire bien d'autres, de la violence physique, psychique, psychologique, et tout ce qui peut s'en suivre de ce harcèlement, tout est dedans. C'est un tome 1 et j'imagine bien que dans les tomes suivants, il va y avoir autre chose d'assez sombre également dans ces thèmes-là. Donc si c'est quelque chose qui vous trigger, sachez qu'il faudrait peut-être changer de thème parce que vous risquez d'être assez mal à l'aise en lisant ce titre. Et l'autrice, justement, elle appuie bien là où ça fait mal parce qu'elle met vraiment en exergue, en lumière, cet aspect très noir de la société et des jeunes, notamment des jeunes riches ici, qui se sentent totalement intouchables parce qu'ils ont de l'argent ou un nom ou une famille qui va de toute façon couvrir tous leurs méfaits. Et la pauvre Alma, elle ne sait pas s'en dépêtrer, elle ne sait pas s'il faut en parler, elle ne sait pas comment en parler et elle va subir tout ça. Et elle va devoir essayer de vivre avec ça et comprendre qu'il y a eu d'autres personnes avant elle et d'autres personnes qui n'ont pas supporté ce harcèlement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme je vous disais, beaucoup de triggers, si jamais c'est quelque chose qui vous touche, faites attention avant d'entamer cette lecture parce qu'elle risque d'être assez compliquée, mais pourtant très intéressante à lire, bien que ce soit plutôt un sujet young adulte. Donc moi, la plume m'a paru un peu plus détachée que pour un côté adulte. Moi, j'ai pas réussi à m'imprégner spécialement de ces personnages. Je n'ai pas eu d'affect particulier pour eux, mais c'était quand même une belle idée, une idée de dénonciation qu'il faut et qui pourrait plaire comme qui pourrait faire peur, comme je vous disais, au vu des thèmes abordés. Et je vais enchaîner sur le dernier SP que j'ai lu, même s'il était au mois de décembre, je vais l'inclure par ici parce que pourquoi pas. Il s'agit de Le goût de Rembrandt. Et comme son nom l'indique, on va parler d'art et notamment de ce célèbre peintre qu'était Rembrandt. Et moi j'étais très curieuse de pouvoir aborder ce sujet parce que finalement j'ai assez peu de connaissances sur ce peintre et l'auteur a une manière toute particulière d'aborder le sujet qui est vraiment original et très sympathique à la lecture parce qu'il va réussir à mixer à la fois de l'historique, de l'humour, de l'artistique et du policier. Et le mélange fait que ça matche plutôt bien. Il y a même presque un soupçon de fantastique parce qu'Alessandro, qui est notre héros, il a été mandaté pour retrouver
le fameux goût de Rembrandt. Parce que Rembrandt est donc un peintre qui a fait 5 petits tableaux représentant les 5 sens. Certains ont été achetés par des musées, d'autres des grands collectionneurs et d'autres ont été perdus. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient retrouver ces fameux tableaux perdus, les rajouter à leur collection et surtout s'enrichir. Et quand Alessandro veut rentrer dans cette quête mystique qu'est de retrouver ce tableau perdu, il va se retrouver face à des gros bonnets qui, eux, n'ont pas du tout envie de jouer et certainement pas envie qu'ils trouvent le tableau à leur place. Et à partir de là, va évidemment s'enclencher toute une histoire donc autour du personnage de Rembrandt, autour de ses œuvres et autour justement d'Alessandro qui va faire de drôles de rêves où il a l'impression d'être avec Rembrandt à son époque et qui va l'aider à avoir l'inspiration pour peindre ces fameux tableaux. Donc comme je vous dis, c'est assez étrange ce côté un petit peu donc fantastique qui vient se glisser par ici, sans trop non plus passer le pas pour que ce soit complètement du fantastique, on n'en est pas là-dedans non plus, mais ce petit détail fait que ça apporte quelque chose d'assez particulier, de parfois un petit peu confus aussi, parce qu'on a du mal, enfin en tout cas j'ai eu du mal à faire la distinction entre les moments où il est avec Rembrandt et les moments où il est dans le présent, factuel. Assez déroutant, mais bien trouvé, avec de bonnes idées. Un côté, comme je vous dis, mêlant histoire de l'art et policier avec beaucoup d'humour, et c'était vraiment sympa. Quelques petites facilités, j'ai envie de dire, à certains moments pour faire avancer le récit, mais sinon, rien de bien méchant, c'était quand même une très belle lecture, une belle découverte. Sachez juste que c'est un tome 2. Le premier tome était sur Arcimboldo, si je ne me trompe pas. Donc il me manquait quelques petits éléments parce que je n'ai pas lu le tome 1, mais on oublie assez vite le fait qu'on n'ait pas lu le tome précédent, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui font que on se laisse porter par le récit. Voilà, j'en ai terminé avec les SP. Passons maintenant aux lectures que j'ai fait juste parce que j'en avais envie. Notamment, j'ai fait pas mal de lectures audio avec un certain Gabino Iglesias qui est venu rajouter un petit peu de piment à mon ABC thriller polar avec la lettre I, et parce que j'ai lu Santa Muerte. Et qu'est-ce que c'était chouette! Je me suis régalée une fois de plus avec cet auteur qui est complètement déjanté. Et celui-ci, je voulais en plus le lire, outre le fait que j'avais adoré sa plume l'an dernier avec Le Diable sur mon épaule. Là, je voulais découvrir Santa Muerte en l'achetant sur Audible, et parce qu'il était classé comme un Quentin Tarantino dans le barrio noir. Moi, je trouvais cette phrase épique, je voulais voir ce qui se passait avec ce Quentin Tarantino de l'écrit, et oui, franchement, oui, si Quentin Tarantino écrivait des romans, je pense que ce serait comme Gabino Iglesias. Il est complètement déjanté, un mix entre du mysticisme, du policier, du très très noir, il y a de l'humour vraiment noir dedans, que j'ai adoré, avec ce mélange un peu de drogue complètement barrée, qui fait presque penser à un mix entre du Las Vegas Parano, du Pulp Fiction et d'autres titres dans ce genre-là, parce que c'est vraiment un Pulp Fiction du barrio. Très très chouette. Je me suis régalée avec ce dealer qui se retrouve mêlé à une guerre de gangs. Et lui, il est au milieu et il doit rapporter à son patron comme quoi les autres clans veulent récupérer leur territoire, sauf que évidemment que son patron ne veut pas. Mais il y a un côté, comme je vous dis, un petit peu mystique derrière, avec cette espèce d'aura, cette magie, cette croyance que le peuple mexicain a avec justement cette Santa Muerte. C'était très chouette, très intéressant et trop court. Mais cette fin, c'était chaotique, c'était génial, c'est digne d'un Quentin Tarantino là aussi. Mais j'aurais tellement voulu plus, j'étais vraiment bien dedans. Et ça laisse beaucoup d'expectatives, mais qu'est-ce que c'était chouette. Et maintenant, je crois bien qu'il ne me reste plus qu'un livre de Gabino à lire, Les larmes du coyote. Et voilà, c'est sûr et certain que l'an prochain, vous allez voir un nouveau Gabino Iglesias qui va venir popper comme ça, certainement dans un de mes vlogs, peut-être également dans un ABC Thriller Polar, qui sait. Ça ferait juste 3 années consécutives que je lis exactement le même auteur pour la lettre I, mais que voulez-vous ? C'est super chouette.
Alors certes, c'est pas pour tout le monde, il y a énormément de violence, comme je vous dis, de l'humour très noir, quelque chose de très cru derrière, mais bref, moi j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai également lu un petit cosy mystery qui se nomme Ils étaient sept, et j'avais très envie de le découvrir celui-ci parce qu'il se rapportait vraiment à un Agatha Christie-like. Parce que justement, on est sur un club de lecteurs dédié aux fans de l'autrice de policiers. Ils vont se réunir pour parler justement de livres d'Agatha Christie, jusqu'au jour où un de leurs membres va mystérieusement disparaître, et au lieu de rester les bras croisés, ils vont se prêter au jeu d'essayer d'être comme Hercule Poirot et de retrouver, même s'ils ne sont pas policiers, la personne disparue en enquêtant, en cherchant des indices, en interrogeant les gens et en se mettant en danger, et avec également la police à dos. Pas mal, sympa. La narratrice essaye de moduler sa voix de manière très agréable pour faire justement une différenciation des personnages, mais j'ai trouvé ça un peu lent, malheureusement. Des très bonnes idées. J'ai bien aimé justement ce côté où on remet Agatha Christie au goût du jour, on fait un petit peu un coup de balai sur ses œuvres, on les redore un petit peu, on les explore, on en apprend plus sur l'autrice et sur ses œuvres. C'était pas mal, mais comme je vous dis, moi le rythme était terriblement lent. Et je pense pas que ce soit dû à la narratrice, juste à l'histoire, qui s'étire de manière un petit peu trop longue et lente, malheureusement. Et pourtant, il y a des bonnes idées, et je vois qu'il y a plusieurs tomes qui sont à la suite de ce premier, mais j'ai pas spécialement envie d'y aller pour le moment. Ouais, il y avait des idées, mais j'ai vu à peu près le schéma narratif vers lequel on tendait, ça a pas loupé, c'était ça. Et comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était un peu lent malheureusement, donc peut-être pas pour moi cette série. Ensuite, toujours pour compléter des lettres de mon ABC Thriller Polar Challenge, j'ai lu Le jeu peut reprendre, le tome 2 de la saga d'Alena Urquhart, que j'avais, pareil, découvert l'an dernier. Je réitère la lettre U avec la même autrice, mais j'avais tellement aimé le premier tome que j'attendais le tome 2 avec grande impatience, et quand j'ai vu qu'il était sorti sur Audible, j'ai utilisé un de mes crédits direct pour pouvoir avoir la suite. Parce que ma médiathèque n'avait toujours pas acheté le tome 2 et je voulais pas attendre. J'avais trop aimé le premier tome, je voulais la suite. Et j'ai pas eu l'effet waouh, malheureusement. Et oui, tout l'engouement du premier tome s'est un peu estompé assez rapidement parce que c'était pas mal, mais plat. Un petit peu attendu, et je pense qu'il va y avoir une suite au vu de la fin de ce second tome. Et le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il a justement les problèmes du second tome, que c'est un roman un peu passerelle, qui met du temps à se mettre en place, qui récupère les ficelles du premier, qui garde cette tension constante. Ça par contre c'était toujours chouette, ce côté un petit peu du jeu du chat et de la souris entre le tueur et la médecin légiste, mais il y a le côté un peu justement psychologique de la médecin légiste qui s'est fait quand même un peu capturer dans le premier tome, ça je vous spoil rien, c'est même dans le résumé du tome 1. Et elle essaye de s'en remettre, mais c'est long. Alors certes, c'est crédible, mais c'est long. Et il y a d'autres phases de narration qui sont assez longues aussi, qui font que, il y a certains moments, je me suis dit, mince, moi qui ai tellement aimé le tome 1, là, avec le tome 2, je m'ennuie. J'ai envie que ça bouge plus, j'ai envie, un peu psychopathe de dire ça, mais j'ai envie de plus de meurtres, j'ai envie de plus de choses sanglantes, que le tueur se réveille, qui fasse passer un message, quelque chose. Alors il y en a des messages, mais ils mettent longtemps à arriver, et ils sont condensés sur la fin. Et la fin, c'est pareil, c'était un petit peu entendu. Ça essaye de mettre un rebondissement, mais au vu de la narration, on se doutait que ça allait finir comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je suis curieuse d'aller vers ce tome 3 maintenant qu'il y a ces rebondissements, mais j'avais peur justement que ce tome 2 ne soit qu'une passerelle vers le tome 3 où ça va exploser, surtout comme je vous dis au vu de cette fin. Curieuse quand même d'y aller, mais j'ai pas eu cet engouement que j'ai eu pour le premier tome. Là, ça a beaucoup baissé, mais je garde quand même ma curiosité qui sera piquée pour découvrir le troisième tome. Et le dernier que j'ai lu, je l'ai terminé il y a pas longtemps, il s'agit de Impact Winter, le fameux dont je vous ai parlé au niveau du Cold Winter Challenge. Ça y est,
je l'ai lu, j'ai au moins validé une catégorie pour le challenge et c'était vraiment chouette. C'était une série audio, comme je vous disais, sur une précédente vidéo, où en gros, c'est pas juste un narrateur qui parle, ce sont des acteurs qui vont vraiment jouer leur rôle comme si c'était un film audio en fait. Et ça rend vraiment bien ces séries augmentées, comme ils appellent chez Audible. Ça rend vraiment bien le côté des bruitages, le côté de l'ambiance, des sons de ces acteurs justement qui ne font pas que réciter un texte, qui le jouent, qui le vivent. C'était vraiment chouette. Bien joué. Dans un monde très sombre où une comète est tombée sur la Terre et a cassé le soleil, on va dire, parce que justement maintenant le monde est enveloppé dans la nuit, dans la brume, le soleil a disparu et ça a laissé place à une catastrophe écologique, bien sûr, et à des créatures qui sont sorties de la nuit et qui ont décidé justement de dominer la Terre et de rendre les humains comme soit des esclaves, soit de la nourriture, car on va être face là à des vampires. Et c'était très chouette, ce post-apo où les humains sont réduits à se cacher en petits clans comme ça, dans des bunkers, dans des châteaux, sous la terre, mais dans un endroit inaccessible des vampires, en sachant que comme il fait nuit tout le temps, ils ne sont en sécurité nulle part finalement. Et c'était très chouette. Et il y a plusieurs styles de vampires aussi, plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Le niveau tout bas, là où c'est une espèce de ghoul, une créature qui réfléchit pas, qui est juste là pour survivre en mangeant. La créature un peu plus évoluée qui ressemble à un humain, mais qui a quand même un comportement où on se rend compte que c'est plus une créature de la nuit qu'un vrai humain. Et il y a les autres, les alphas, les plus évolués. Et ceux-là, ce sont des créatures très très fortes qu'on ne sait pas du premier coup d'œil discerner entre un humain ou un vampire, avec une force physique et psychique incroyable qui font que chacun a une spécialité bien définie qui est très intéressante. Et notre héroïne qui est là pour combattre ce monde de la nuit et essayer d'avoir l'espoir qu'un jour le soleil revienne, très chouette. Mais c'était un tome 1. La fin de ce tome 1. Bon sang, j'avais déjà envie d'acheter le tome 2 parce que le premier était inclus dans l'abonnement Audible, mais pas le second tome. Frustration intense, voyez. Mais j'avais d'autres choses à lire, donc j'attends. Le moment propice, opportun, je crois que c'est une trilogie. Je suis curieuse. Et en même temps, j'espère que les deux autres seront vraiment à la hauteur de la découverte du premier, parce que c'était très sympathique et j'aime bien ce côté justement série audio qui change de la narration dite classique d'un narrateur qui lit seulement un livre. J'ai lu plein de petits graphiques aussi, notamment la BD du Grimoire d'Elphie, le tome 5. Qu'est-ce que j'aime cette petite BD, elle est vraiment adorable. Elphie, là, était dans le marais Poitevin, à la recherche de Mélusine et de son histoire, de sa mythologie, et un côté un peu justement impact environnemental qui est bien lié au lieu, au mysticisme qui se dégage de cette légende. Très sympa. Le design est toujours aussi mignon, toujours aussi coloré, toujours aussi bien pensé. Et il me tarde déjà d'entamer le tome 6 qui va être radicalement différent parce qu'on va être en Corse. Alors j'ai hâte que ma médiathèque puisse l'acheter pour pouvoir le découvrir lui aussi. J'ai également lu le premier tome de Arte parce que j'en entends beaucoup parler et que notamment la bibliothécaire m'a dit « Ah, ce manga est absolument incroyable, il faut que tu le lises parce qu'il est génial, je suis sûre que tu vas adorer. » En effet, c'était pas mal du tout. Cette jeune femme qui vit dans l'Italie à la période de la Renaissance, elle adore dessiner, elle adore peindre, elle adore s'exprimer par l'art, mais c'est une femme. Donc comme c'est une femme, évidemment que elle ne peut pas exercer un métier, encore moins un métier d'artiste qui est assez mal vu et qui est régi par les hommes. Donc absolument pas pour elle, bien évidemment. Et ça la frustre énormément jusqu'au jour où elle va réussir à trouver un maître qui va accepter de voir si son talent vaut la peine qu'un homme s'ennuie à essayer de lui inculquer quelque chose.
et c'était pas mal du tout. Le design est vraiment chouette et cette beauté de la représentation des villes italiennes sous la plume du mangaka, très très beau. Franchement, j'ai trouvé le design très chouette. Le premier tome est assez introductif, donc j'attends de voir ce que va donner la suite et j'espère, au vu de la fin du premier tome, qu'on ne va pas faire que une fucking romance. Sinon, je sens que ça va me casser les pieds. Moi, j'aimerais vraiment quelque chose qui tourne autour de l'art et de l'histoire italienne. Ce serait vraiment plus passionnant que une amourette entre un maître et son apprenti. J'espère en tout cas que ça va être ça. Je pense prendre le tome 2 et 3 pour pouvoir avoir plus de matière et me faire une opinion. J'espère que ma médiathèque les a de disponibles et je pense qu'en 2026, je vous en reparlerai également. Oh, et j'ai lu aussi Le Partage des mondes, qui était une BD, un roman graphique, je sais pas trop comment on peut le classer, une BD peut-être, mais qui en tout cas était primé pour le prix Livre Addict. Et c'est pour ça que j'avais très envie de le découvrir, parce qu'en général, les lauréats sont des découvertes assez incroyables. Et en effet, oh, ce dessin, cette plume, j'ai envie de dire, c'est poignant, parce qu'on est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, où un homme, un vieux monsieur, a tout perdu. Sa vie, sa femme, ses amis pendant la guerre. Il survit presque au jour le jour. Il n'aime pas, mais il continue de vivre jusqu'au jour où il va tomber sur une petite fille qui s'est perdue. Et il ne sait pas qui elle est, il ne sait pas où est sa famille. Elle-même n'ose pas trop parler, elle est traumatisée. Et il se met en tête de retrouver la famille de cette petite, même si elle vit à des kilomètres de là où il est actuellement. Donc il va enclencher une espèce de quête salvatrice pour pouvoir se redonner vie à lui-même, sauver cette petite, essayer de lui remonter le moral par le biais d'histoires pour la faire s'évader de cette guerre dont elle a terriblement peur et du fait d'avoir perdu sa famille. Bref, une quête très belle, très touchante, très poignante, et je comprends pourquoi il était nominé pour être parmi les finalistes de ce prix Livre Addict 2025. Et j'ai également lu Elsbeth, que je vous avais certainement vu dans ma wishlist si vous avez regardé mes énormes vidéos. Et Elsbeth, je l'ai enfin lu parce que je savais que ma médiathèque l'avait, et c'était très mignon, très très chouette là aussi ce premier tome, bien qu'introductif, on arrive presque dans le vif du sujet assez rapidement, avec ces femmes qui ont des pouvoirs, qui sont magiciennes et qui ont la parole, alors que les hommes, eux, sont dénués de parole et de magie. Et ça commence un petit peu à leur casser les pieds. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas parler? Pourquoi eux, ils n'ont pas accès au pouvoir magique? Comment ça se fait? Les femmes se demandent un petit peu pour certaines, d'autres trouvent ça complètement normal qu'elles seules y aient le droit, d'autres ne se posent même pas la question. Et Elsbeth fait partie de cette génération qui va essayer de comprendre pourquoi les hommes n'ont pas la parole, pourquoi ils n'ont pas la magie, quand en parallèle, justement, des hommes vont essayer d'avoir cet accès-là et se rebeller contre les femmes qui les considèrent un petit peu comme des esclaves, comme des moins que rien. Et on va avoir un petit peu ce basculement, ce retournement de situation entre le patriarcat que l'on connaît et là, un endroit où ce serait plutôt le matriarcat qui finalement a la mainmise sur le peuple, et un côté magique, un côté mystérieux derrière, qui a l'air très intéressant, qui se termine sur un début de bataille où toute l'expectative est à son comble. Je suis curieuse d'avoir le tome 2, mais il n'est pas encore sorti. Je termine ce vlog qui finalement est plutôt un bilan lecture, j'ai l'impression, en vous parlant des dernières lectures romans que j'ai fait. Et je vais commencer par celui que j'ai le moins apprécié, qui s'appelle De soi et de sang. Pareil, c'était pour mon ABC Thriller Polar Challenge. Et on sent dans cette histoire qui se passe en Chine que c'est assez vieillot. J'ai malheureusement moins apprécié ma lecture que ce que j'espérais. On est dans un policier classique avec un enquêteur qui va essayer de mettre fin à une série de meurtres, avec un tueur qui se joue de la police, qui a un message à faire passer et qui est lié à certaines enquêtes précédentes, parce que je suis arrivée en plein milieu, finalement c'était pas un tome 1 là non plus. Mais bref, oui, c'est intéressant, il y a une très belle plume au niveau justement de la description des villes, notamment de Shanghai.
l'ambiance un petit peu noire, un petit peu moite qu'il y a derrière, ça c'était sympa. Mais par contre, au niveau du scénario, au niveau des personnages, de leur construction et de l'histoire, je trouvais que ça avait assez mal vieilli malheureusement et ça n'a pas été la lecture du siècle pour moi. Et je continue avec une autre lecture que j'ai enfin sortie de ma palle, mais qui n'a pas été la lecture du siècle escompté non plus. Je voudrais vous parler de A Duel with the Vampire Lord, que je vais vous mettre en insert parce que finalement, je l'ai lu et il va sortir tout aussitôt, je pense, de ma bibliothèque parce que je vais le revendre. C'est fort dommage parce que j'en attendais beaucoup depuis le temps qu'il était ici. Entre ces vampires et ces humains qui se côtoient mais qui sont constamment en guerre parce que les humains vivent dans la crainte de se faire dévorer par les vampires et les vampires vivent dans l'obligation de survivre en mangeant des humains car il y a une malédiction qui pèse sur eux et que les humains n'ont pas confiance. Et il va y avoir justement cette entente et cette bataille, cette lutte constante entre une humaine et un seigneur vampire, où l'humaine est obligée de les aider pour lever cette malédiction, en échange de quoi, évidemment, il fout la paix à son peuple, et en contrepartie, elle les aide à lever la malédiction et à comprendre en même temps un petit peu pourquoi ils en sont réduits à se nourrir de sang et des humains. Et ça commençait bien, il y avait de la bataille, il y avait du mystère, il y avait du côté mystique, une belle revisite du mythe vampirique avec des nouvelles idées, un château mystérieux avec un sous-sol qui regorge d'énigmes. C'était très très chouette. Et ça s'est enlisé d'un coup. J'ai pas compris. Je vous avouerai que j'ai pas compris parce que oui, ça partait vraiment bien. Des bonnes idées, du punchy, de la bagarre, du mystique. Et du moment où ils sont sortis des sous-sols de ce château, plus rien. C'est parti en mode j'ai pas trouvé ce que je voulais, il reste la quête à faire mais j'y arrive pas. Et puis je me sens peut-être un peu attirée par le vampire et puis le vampire se sent peut-être un peu attiré par la fille. Mais non, il faudrait pas quand même parce que ça se fait pas et c'est censé être un ennemi, elle c'est censé être de la nourriture et ça tourne comme ça tout le temps. Ça moi c'est pour ça que j'aime pas la romance, je déteste les trucs qui se tournent autour pendant X temps, des je t'aime moi non plus, où rien n'avance, et où il y a que des quêtes secondaires, j'ai envie de dire, qui sont derrière, ils sont là pour essayer de repeupler un petit peu le roman. Non, ça c'est vraiment pas mon truc. Et c'est dommage, parce que comme je vous dis, ça partait bien. Et c'est parti en cacahuète. Total, un soufflé, ouais. Comme je disais dans une vidéo précédente, un soufflé. L'expectative, et c'est retombé. D'un coup. Et c'est pas remonté après avec le gros côté bataille qui pouvait arriver derrière. Et j'ai pas réussi à réaccrocher, malheureusement. Donc c'est une déception. Et si jamais il vous intéresse, sachez qu'il est sur mon compte Vinted et Le Bon Coin. Et très vite, le dernier que j'ai lu et que j'ai trouvé génial, excellent. Une très très belle découverte, pareil, pour continuer mon ABC Polar Challenge. Il s'agissait de Rome, qui était vraiment très chouette. Un thriller donc au cœur de la capitale italienne avec un boucher. Waouh, quelle idée machiavélique et macabre il y avait derrière ce tueur qui, justement, sans vous spoiler, a des manières de boucher qui va faire tourner en bourrique les policiers. Les enquêteurs se demandent comment un être aussi fou peut arriver à faire ça à des humains. Je peux pas vous en dire plus, mais c'était vraiment machiavélique et tellement chouette à lire. J'ai adoré. C'est très bizarre. Je suis peut-être un petit peu psychopathe sur les bords, il est vrai. Si vous débarquez sur cette chaîne, vous allez vous dire je m'en vais. Elle est folle, la dame, elle va tuer du monde, c'est pas normal. Mais non, sachez que je pense être normal. Je suis juste archi fan de thrillers noirs et machiavéliques. Et celui-ci, ah là là, quelle très très belle découverte que celui-ci. Et franchement, je vais regarder si l'auteur a fait d'autres romans parce que celui-ci, Rome, très chouette. Déjà, on est au cœur de l'Italie. Moi, j'aime beaucoup les romans qui se passent dans ce pays. Et là, comme je vous dis, on était sur quelque chose de
macabre, machiavélique, très bien pensé avec des personnages torturés au passé un petit peu sombre, peut-être un peu classique, il est vrai, mais qui rentre tellement bien dans la magie de l'ambiance que moi, c'est passé crème, j'ai beaucoup aimé. Et je vais arrêter ici, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, finalement j'étais partie sur un vlog et pas du tout. Nous sommes sur un bilan lecture à 100%. Mais qu'importe, ça aurait été l'occasion de tester cette petite nouveauté qu'est le micro Boya. Et si le son est bon derrière, j'essaierai de le laisser par ici, voilà, pour avoir donc les mains libres. Je vais pouvoir certainement faire d'autres choses en ayant les mains libres, me baladant en nature pour pouvoir vous amener avec moi avec un micro portatif. Je sens qu'on va avoir des choses super chouettes pour 2026. Mais bref, je vais clôturer ici parce que je suis en train de digresser complètement. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir découvrir peut-être de nouvelles lectures à la clé. Racontez-moi tout. Quelles ont été vos lectures, vous, pour le mois de novembre? Et en attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour ce mois de décembre. Un joyeux Noël à vous, car comme je vous dis, normalement, cette vidéo sort pour Noël. Et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!